Bonjour chers amis, vous êtes sur Paix et Guerre. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un grand entretien géopolitiquement incorrect. Grand parce que notre invité est grand. Voilà, et parce que je suis très heureuse de le retrouver ici, de l'accueillir ici aujourd'hui, en ami et en véritable professionnel. C'est Régis Le Sommier qui est avec nous. Vous présentez... grand reporter, ayant parcouru tous les théâtres de guerre et de crise depuis au moins une bonne vingtaine d'années quand même. Oui, ça commence à remonter. Voilà, ça commence à... Vous avez commencé petit. Oui. Chef du bureau de Paris Match aux États-Unis, donc très versé depuis longtemps, parce que c'était au début des années 2000, je crois. Tout à fait. 2003. Juste après voilà. le début de la guerre en Irak. Voilà, donc toutes les questions américaines, militaires, enseignement, tout ça, là vous avez été à pied d'œuvre, y compris auprès des unités, y compris, voilà. Oui. Vous avez aussi interviewé des présidents américains, je crois Obama, et puis Bush. Et puis même Donald Rumsfeld, bon, lui c'était pas un président mais il était quand même redoutable aussi, dans son action du moins, chef du Pentagone à cette époque. Vous avez été en Irak, vous avez été en Afghanistan, vous avez été en Syrie, vous avez interviewé l'épouvantable Bachar el-Assad, ce qui vous a valu évidemment... Des petits ennuis. Beaucoup d'ennuis, oui, voilà, des petits ennuis, oui, on va dire des petits ennuis, parce que l'eau coule sous les ponts, mais enfin pas toujours. J'ai vu que vous étiez, ça je ne savais pas, colonel dans la réserve de l'armée de l'air, citoyenne, et que ça s'est arrêté, ça aussi. Alors, la vraie question que je me pose à propos de cet épisode, sur lequel on pourra revenir si vous voulez, c'est est-ce qu'on peut, si on obtient ce grade-là, est-ce qu'on peut être dégradé ? Alors, mais parce que le réseau m'a dit que je n'en faisais plus partie, mais est-ce que quand on... Non, on n'est pas dégradé, mais on n'a plus de... On n'existe plus en tant que tel, on disparaît d'une certaine façon. J'ai connu la même mésaventures et moi j'étais dans l'opérationnel et c'était la même année que tout s'est passé, 2022. D'accord, oui, c'est voilà. À peu près là. Voilà. Voilà. Bon, vous avez été chef adjoint de Paris Match, enfin directeur adjoint de Paris Match, et puis après vous êtes passé, alors décidément vous aimez vivre dangereusement sur RT. Voilà, grand reporter. 27 ans à Paris Match et 6 mois chez RT. Voilà, oh oui, mais enfin, il y a des années qui comptent, moment, il y a des mois qui comptent. Parfois, pour certains, je n'ai fait que ça. Voilà, oui, c'est ça. Bon, bref, vous êtes un homme de... Et puis aujourd'hui, bien sûr, vous dirigez Omerta. Tout à fait. Où j'ai eu le plaisir de venir plusieurs fois et qui est un média... qui s'attache aux faits et au réel, ce qui est suffisamment rare pour le signaler dans notre paysage médiatique français, surtout aujourd'hui. Et donc, je suis vraiment contente qu'on se voit aujourd'hui. Alors, vous avez écrit plein de bouquins que je ne vais pas tous citer, mais le dernier porte un titre que je trouve parfait, parce qu'il arrive vraiment to the point sur un sujet fondamental, à la fois pour le monde médiatique, mais aussi pour les politiques, pour les analystes, pour tout le monde, pour toutes les personnes qui cherchent à comprendre quand même une question internationale. Voilà, votre ouvrage, Qui est le diable, l'autre ou l'Occident ? Et ça, c'est le sujet en fait. C'est-à-dire, c'est le sujet de la diabolisation, de ses objectifs, de ses moteurs, et à la fin, de ce que ça produit en termes cognitifs, en termes d'intelligence de situation sur les questions, parce que moi je prétends que ça nous enferme, ça nous aveugle, ça nous empêche de réfléchir, de comprendre, et partant ça nous empêche d'agir. Alors ça se voit, mais vous allez nous expliquer votre raisonnement et surtout les points principaux de votre analyse. Mais là, sur l'Ukraine, c'est évident. C'est un morceau, là on l'a en live, si j'ose dire, devant nous en permanence. On nous explique que la Russie est faible, mais qu'en même temps, elle veut envahir d'abord toute l'Ukraine. Donc on est parti d'une assumption qui, à mon avis, est complètement fausse, mais qui va peut-être finir par devenir vraie si on continue à attendre, mais qui était parfaitement fausse au départ de l'opération militaire spéciale.
Ensuite, on nous explique que donc la Russie, elle en est réduite à prendre les puces de ses machines à laver pour faire marcher ses missiles, que économiquement ça ne va pas, que politiquement c'est une dictature infâme où les gens ne soutiennent absolument pas le pouvoir, mais en même temps, ça s'oppose quand même à un réel qui de plus en plus devient massivement visible. Donc voilà, j'aimerais qu'on parte là-dessus, sur ce phénomène de diabolisation. Sur le phénomène de diabolisation et en rapport avec la guerre en Ukraine, c'est vrai qu'on est passé, je pense, parce que j'avais déjà connu des phénomènes de diabolisation avant, je dresse dans le livre plusieurs exemples. L'un des plus manifestes me paraît être celui de Saddam Hussein, longtemps allié, ou en tout cas allié objectif, ami de Jacques Chirac, enfin bref, quelqu'un qui avait des relations assez privilégiées avec l'Occident. Vous parliez de Rumsfeld d'ailleurs tout à l'heure, et quand j'avais l'occasion de le rencontrer, je lui avais dit, mais en 83, là vous faites la guerre à Saddam Hussein, il n'avait pas été, c'était novembre 2003. Et je lui ai dit, mais en 83, vous êtes allé à Bagdad, vous avez serré la main de Saddam Hussein. Et là, il était surpris de la question, il m'a dit, mais oui, mais à l'époque, le contexte faisait que nous avions l'Iran en face. Donc en fait, je lui ai dit, mais donc Saddam Hussein vous servait, il était un peu votre bouclier. Il a botté en touche en me disant qu'il avait beaucoup parlé à Tarek Aziz et pas beaucoup à Saddam Hussein. Bref, voilà, ça lui semblait être d'une autre époque. Mais en fait, c'était tout à fait lié. Et ce Saddam Hussein a été bien utile. On lui a donné les moyens de faire une guerre absolument épouvantable d'ailleurs contre l'Iran, où 1 million de personnes ont été tuées. Où les conséquences ont fait que le même Saddam Hussein, avec du gaz, je crois d'ailleurs d'origine allemande, a gazé ses populations kurdes, sans qu'on ne fasse rien ensuite, s'est vengé sur les chiites. Là aussi, la question des minorités, des majorités pour le cas de l'Irak, mais majorité persécutée par la minorité sunnite. Bref, tout l'appareil interne de ces pays composites est souvent artificiel à la base, qui se met en branle à travers, je vais dire, une volonté de l'Occident finalement d'utiliser les pays comme des pions et les dictateurs en disant de toute façon si celui-là ne nous plaît pas, on en remettra un autre, etc. Et pour ce qui est de Saddam Hussein, c'est un exemple assez marquant où tout à coup, parce qu'il ne coche plus les cases qu'il faut, ça devient le nouvel Hitler. Et le nouvel Hitler, évidemment, on ne peut pas le garder, c'est une menace planétaire. Alors, il ne devient pas le nouvel Hitler dans la première guerre du Golfe, encore qu'il y a eu l'affaire des couveuses du Koweït City. Ça a été débunké, pour reprendre un terme à la mode, assez rapidement, ce qui fait que, on a voulu charger, on a voulu vraiment l'accabler. Il a reculé, George Bush père n'est pas allé jusqu'à Bagdad et l'a laissé survivre, on va dire. Mais pendant la seconde guerre du Golfe, là, il a fallu. Et la rhétorique, elle est très intéressante parce que quelqu'un comme le numéro 2 du Pentagone, Paul Wolfowitz à l'époque, fait un bureau pour vendre la guerre aux Américains. Donc il y a vraiment une volonté communicationnelle affichée. Déjà. Des sous-marins, on va dire, du Pentagone, avec, je pense en particulier à Judith Miller, reporter au New York Times, qui était en fait la plume de Dick Cheney et de Scooter Libby, son adjoint, dans le New York Times, et qui vendait déjà l'idée des armes de destruction massive, des recherches que Saddam Hussein cherchait à s'accaparer de l'uranium nigérien à l'époque. Vous vous souvenez de l'affaire de Valerie Plame. Enfin bref, tout un tas de choses montées par cette équipe qui entendait bien vendre la guerre aux Américains et au monde entier en l'estimant nécessaire, absolue, et on ne pouvait plus garder Saddam Hussein. Donc là, il y a diabolisation absolue, et il y en a d'autres après. Nous, on tente de faire la même chose avec Kadhafi. Il y a Bachar el-Assad. Là, pendant au moins 10 ans, on tombe sur un os, puisque ce qui devait se produire ne se produit pas, ou alors s'est produit très récemment. Et puis, il y a la guerre en Ukraine, qui me semble, personnellement, d'une nature plus virulente encore, du point de vue de la narration imposée, que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. C'est-à-dire que... On perfectionne le système. On perfectionne le système, mais on envoie vraiment un rouleau compresseur communicationnel. C'est-à-dire que autant sur la Syrie, sur l'Irak, moi j'ai connu des reporters très critiques, y compris des reporters qui étaient avec l'armée américaine,
qui faisaient vraiment leur travail, qui prenaient des risques, celui d'être expulsé, celui de ne pas revenir, qui prenaient pour dire la vérité qu'ils voyaient. En Syrie, il restait encore quelques vieux de la vieille, souvent britanniques, vous savez, des Robert Fisk, Patrick Cockburn, etc., qui disaient, attendez, là, les djihadistes, enfin, l'opposition, c'est quand même beaucoup des djihadistes. Bref, qui faisaient le taf. Sur l'Ukraine, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, y compris des vieux reporters que je vois partir côté ukrainien. C'est des vieux de la vieille, je me dis, ils vont nous dire le truc, ils vont au moins... Non, la trouille sans doute de ne pas être renvoyé, de ne plus pouvoir travailler aussi à ça. Oui, mais il y a un rouleau compresseur communicationnel avec l'imposition d'une narration, et cette narration, elle a encore survécu. J'entendais Emmanuel Macron s'exprimer depuis Mayotte sur le conflit ukrainien, toujours avec cette idée de l'agression non provoquée. Voilà, agression non provoquée qui commence en février 2022. Il n'y a rien avant, il y a juste un pays impérialiste qui veut envahir son voisin. Donc ça, c'est la narration de 2022. Et vous voyez qu'à travers Emmanuel Macron, voilà, le mot OTAN n'est jamais employé, Minsk non plus, le Donbass, c'est une région, on va dire... on escamote, les 10 ans quasiment, voilà. Et même un peu plus. Et tout ce qui s'est passé là-bas, ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est pendant le cadre de cette guerre en Ukraine, moi j'ai eu l'occasion de faire 6 voyages dans le Donbass et dans les zones périphériques, enfin dans Kherson, Zaporizhzhia, Koursk, etc. Encore que Koursk, c'est un peu particulier, c'est le territoire de Russie. Mais pour ce qui est du Donbass, vraiment, il faut aller dans le Donbass pour comprendre les origines de cette guerre. Et comprendre les origines de cette guerre, ça veut dire en comprendre tout le côté fratricide. C'est-à-dire, moi, j'ai connu... pratiquement tous les Ukrainiens pro-russes, on va dire, enfin, en tout cas russophones, impliqués dans cette guerre dans le Donbass, ont pratiquement tous de la famille en face. Oui. C'est vraiment une guerre qui répond à cette définition donnée par André Malraux, je crois, de la guerre civile où on connaît le type qu'on tue. Et je crois que, voilà, je m'en suis rendu compte plusieurs fois, à plusieurs reprises, y compris de types m'expliquant que leurs cousins combattaient en face, et ce depuis 2014. Que la famille était complètement coupée en deux. Voilà. Après, aussi, j'ai compris une chose, c'est que la plupart des Ukrainiens qui étaient des unités engagées en face, et ça, on s'en rend compte au niveau des communications sur les lignes de front, parlent tous russe. Ils ne parlent pas ukrainien. D'où une certaine méfiance d'ailleurs des Russes qui parfois ont du mal à savoir quelle est l'unité qui se trouve à droite ou à gauche. On s'est retrouvé dans une situation en particulier, on ne savait pas trop si les gens qui nous parlaient étaient des Ukrainiens ou étaient des Russes. Voilà, donc pour vous montrer un peu la complexité, l'antériorité aussi, si ces villes ukrainiennes que furent Bakhmout, Advivka et que sont aujourd'hui Kramatorsk, Pokrovsk, Toretsk sont si bien défendus et si les combats sont si intenses, c'est parce que ce sont des villes qui ont été fortifiées. Et elles ont été fortifiées en 2014. Bien sûr. Sloviansk avait été conquise d'ailleurs par les séparatistes avant d'être reprise par l'armée ukrainienne. Donc si vous voulez, la zone de conflit, elle existe. C'est deux armées qui se font face depuis 10 ans. Et voilà, et de dire que voilà, du jour au lendemain, non, il y a une puissance agressive et une autre agressée qui se retrouve dans un conflit, c'est juste se moquer du monde. Je veux rappeler les faits là aussi. Il y a un agresseur, la Russie, et un agressé, l'Ukraine. Voilà. Oui, moi je suis tout à fait convaincue qu'on se moque du monde et on se moque d'ailleurs de notre peuple, des Français, enfin de tous ceux qui avalent plus ou moins facilement ces narratifs. Alors après, il y a le problème du passage au réel, parce qu'il y a un moment justement où on ne peut plus maintenir cette bulle de mensonges. Et là, quand même, ça commence à craqueler. Ça commence à craqueler parce qu'en fait, le soutien premier de toute cette offensive, qui était quand même américain,
lui-même fait bouger ses intérêts, a des intérêts qui changent et est obligé de tenir compte quand même du réel pour pouvoir se sortir, j'allais dire, de ce guêpier et laisser ceux qui veulent bien encore accréditer cette folie, ce délire. Mais ce passage au réel, là, devient pour moi c'est extrêmement dangereux pour nous, c'est-à-dire c'est extrêmement dangereux pour les agents de la diabolisation. C'est extrêmement dangereux. En même temps, on peut pas dire qu'on est surpris. La politique américaine, je vais dire, à la différence des Russes, c'est que les Russes restent plus ou moins attachés aux pays avec lesquels ils ont eu soit une occupation à un moment, soit, y compris en Afrique, l'époque où le Mali, nouvellement indépendant, nouait des liens avec la Russie ou le Niger aussi, cette époque-là a été remise en avant au moment des coups d'État. Une partie de l'état-major malien parlant encore russe, enfin il y avait encore des relations. L'Union soviétique a formé les élites africaines pendant des décennies, à vrai dire. Bien sûr, et donc les Russes gardent toujours plus ou moins un lien. Les Américains, pas du tout. On l'a compris au Vietnam, et il y a des parallèles à faire entre le Vietnam et ce qui est en train de se passer en ce moment. Je me souviens d'une réunion, je crois que c'était à l'époque de Nixon, où je me demande si c'est pas Gerald Ford, c'est juste avant la fin de la guerre, où il y a un certain nombre de généraux qui disent « On peut encore l'emporter, Monsieur le Président, voici, etc. etc. » Et je crois que c'est le chef de la CIA, qui s'appelait Colby à l'époque, qui dit « Monsieur le Président, tout est fini. C'est fini. » Voilà, donc on sent quand même qu'au niveau ukrainien, on n'est pas loin de ça. Pas au niveau ukrainien, au niveau américain. Mais la différence entre les Américains peut-être et d'autres empires, c'est qu'une fois que les choses sont finies, ils s'en vont. Le jouet est cassé, on part. C'est arrivé en Afghanistan, ça risque de se produire en Ukraine, sauf que les conséquences vont être quand même assez manifestes. C'est-à-dire qu'on a tous, je pense, lu ce papier du New York Times qui remonte à 3 semaines, qui parle de la guerre secrète justement des Américains en Ukraine et qui montre, vous avez évoqué Wiesbaden, comment cette guerre a été pilotée depuis une Situation Room située en Allemagne, avec des officiers dont les noms sont répertoriés, qui témoignent dans le papier. C'est un papier incroyable. Les officiers témoignent, expliquent que le seul moment où les Ukrainiens les ont tenus dans le noir complet de leurs activités, c'était à Koursk. Et le problème de Koursk, et c'est un des passages absolument incroyables, c'est que les Américains se rendent compte que les Ukrainiens vont faire cette opération, qu'elle est très audacieuse, très bien préparée. Ils se rendent compte aussi qu'ils vont avoir besoin de renseignements, donc les Américains vont devoir être impliqués, et que de facto, c'est jamais arrivé pendant la guerre froide, les États-Unis vont être directement impliqués dans une opération armée sur le sol de la Russie. Donc là, il y a un moment de flottement. Il y a un moment où est-ce que ça finalement c'est pas de la co-belligérance extrême? Est-ce qu'on, à ce moment-là, parce qu'on n'est pas encore dans l'autorisation de l'usage de missiles à longue portée contre le sol russe, on est dans un moment, voilà, et c'est très, très intéressant, c'est très bien écrit ce papier. L'auteur dit, les Américains disent, on en savait plus à ce moment-là sur les Russes que sur les Ukrainiens. Voilà, parce qu'ils ont un renseignement qui est absolument incroyable, d'une qualité, une manière de cartographier le champ de bataille, de savoir à peu près tout ce qui s'y passe. Aujourd'hui, il faut réaliser que cette situation que je viens de décrire n'a pas changé fondamentalement. On a vu quand elle a changé au moment de course, ça a singulièrement perturbé les lignes et il y a eu d'autres offensives en même temps de la part des Russes qui ont fait que la poche de Soudzha s'est réduite. Mais le fait que pendant 4 jours, les Américains arrêtent de fournir du renseignement, ça n'a pas aidé. On a bien vu les Français, les Britanniques essayer de reprendre la place vide, mais ça ne suffisait pas. Et aujourd'hui, on sait très bien, et les Ukrainiens le savent, que ce départ des Américains signifie quand même quelque chose de catastrophique pour eux. Poutine, évidemment, le sait aussi.
C'est pour ça qu'il y a une chose intéressante, je pense, dans le rapport entre Poutine, Zelensky et Trump aujourd'hui, entre ce trio finalement qui va décider de ce qui va se passer. Encore que je ne suis pas sûr que Zelensky ait vraiment les moyens de... Dans quelle mesure décide-t-il, lui? Lui, il sait que si les choses s'arrêtent avec les Américains, si le retrait est effectif, il n'y a pas d'autre solution que, quelque part, un recul, voire une perte substantielle, et dans 6 mois, un deal qu'il devra signer, cette fois-ci, beaucoup moins intéressant que celui qu'il a sur la table aujourd'hui. C'est ce qu'a dit son ancien conseiller, Alexei Arestovitch, bien sûr. Qui a dit, de la même manière qu'il avait dit, il y avait cette fameuse vidéo qui tournait beaucoup, où il expliquait, en gros, si on veut entrer dans l'OTAN, il est clair qu'on doit faire la guerre et on va la faire. Donc en fait, c'est le prix à payer et le marché leur a été mis en main, entre guillemets. Là, il a effectivement, moi j'ai vu ça il y a quelques temps, je ne sais plus, c'était la semaine dernière, je crois, où il a dit si on n'arrête pas les frais maintenant, c'est-à-dire si on ne va pas vers un accord de paix qui sera forcément léonin, maintenant, c'est pas 4 oblasts qu'on va perdre, c'est 8. Voilà. Alors, Arestovitch, il faut le préciser, est aujourd'hui un opposant à Zelensky. Absolument. Probablement quelqu'un qui vit en dehors d'Ukraine aujourd'hui, puisqu'il a été, on va dire, écarté. Mais c'est quand même toujours intéressant de voir ses réflexions et de les écouter. Je pense aussi que côté russe, il y a une écoute, puisqu'on vient d'apprendre qu'il y aurait un cessez-le-feu de 3 jours à partir du 7 mai, au moment des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On n'est pas à 30 jours, comme c'était prévu, mais on n'est pas à 1 jour non plus, comme on a eu à Pâques. Donc, on sait que Poutine a envie de montrer qu'il a les cartes en main, on sait qu'il les a. Moi, personnellement, et ça c'est mon avis, je pense que Poutine, la guerre en Ukraine est très importante pour lui, évidemment, mais l'État et ce que pourraient produire les nouvelles relations américano-russes sont plus importants que la guerre en Ukraine. Entièrement d'accord. Donc je pense que de ce point de vue-là, il ne peut pas se permettre d'antagoniser Trump. Il l'a analysé sous toutes les coutures. À chaque fois, on joue les gens surpris en disant « Ah oui, Trump, il est brouillon, Poutine va le rouler dans la farine ». Non, je pense que ce n'est pas la question de rouler l'un ou l'autre. Je pense que Poutine sait que Trump, lui, est un impulsif, il est dans le temps court. Poutine, lui, est dans le temps long. Il faut arriver à comment on va dire, faire coïncider les deux. Il essaye de gagner du temps. Il a réglé le problème de Koursk, là, c'est terminé. Bon, il peut se permettre une pause. Il pourrait étendre la pause s'il considère, parce que la hantise des Russes, c'est qu'on leur serve un Minsk 3 avec pas de garantie de sécurité et pas de garantie que l'Ukraine ne se réarme pas pour ensuite à nouveau être opérationnelle pour les confronter. Les Ukrainiens pensent que les Russes vont profiter aussi de cette pause pour ensuite réattaquer. On est dans cette perspective-là, mais ça veut dire qu'on parle de cessez-le-feu. Et pour terminer sur Trump, il a quand même le mérite, je vais dire, même si certains disent « Ah, il n'y arrive pas, le nucléaire iranien, etc. » Il a le mérite d'avoir instauré le mot « paix », qui il y a 100 jours était totalement absent du vocabulaire. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'on arrive à une phase terminale de la guerre. On ne sait pas comment ça va s'arrêter, on ne sait pas dans quelles circonstances, on sait qu'il y a un plan de paix qui a été dévoilé par le Wall Street Journal la semaine dernière. On va voir comment les choses vont se mettre en place. Mais en tout cas, Trump a déjà gagné ça. Il a changé, ça a été on dit, un game changer très clair quand même. Et en plus, il a affaire à une difficulté qui n'est pas celle de Poutine. Si on cherche des différences, enfin si on cherche à voir un peu dans quelle situation ils sont politiquement chacun, c'est que Trump, il n'a pas autour de lui que des gens qui sont pragmatiques, réalistes et qui veulent la paix.
il est quand même toujours en train de balancer entre deux courants, y compris dans son entourage très proche, entre un vice-président ou un Steve Witkoff, qui est son émissaire spécial, et Vance, le vice-président, et puis de l'autre côté, Rubio, qui est quand même un néocon, oui, voilà, qui est quand même un néoconservateur, Valls, qui est quand même aussi connu pour des positions assez radicales. Oui. Il doit tenir compte de ça, il doit arriver à camper et à imposer d'une certaine manière sa voix. VOIE, VOIX, dans cette affaire ukrainienne, ce qui, à mon avis, est une grande partie aussi du problème et de ce qui ralentit. Parce que si on regarde le plan Kellogg, là, c'est un plan, franchement, pour moi, ils auraient pu faire mieux. Ça pourrait aller beaucoup plus vite si on tenait beaucoup plus compte, justement, de la réalité militaire, de ce qui va se passer de toute façon si on continue à juste tenir la tête hors de l'eau à l'Ukraine. Et donc, finalement, si on s'intéressait un tout petit peu aux intérêts du peuple ukrainien et de l'Ukraine résiduelle, je vais dire, il faudrait aller assez vite. Alors, on appellerait ça, peut-être, évidemment, on appelle ça du côté de ceux qui jouent les diables, ou plutôt qui disent que les autres sont diables, qui désignent les diables. On appelle ça capituler, on appelle ça épouser le narratif russe, etc. Mais le mot uniquois a disparu. Oui, ça, on n'ose plus. C'est intéressant quand même. Non, mais c'est notoire, il y a quand même un glissement sémantique, c'est vrai. Alors qu'avant, on butait systématiquement le fait d'expliquer la position russe que vous avez fait, ou que moi j'ai fait, non, mais on était suffisait à être traité de défaitiste, de traître, et à mériter le peloton d'exécution. Là, aujourd'hui, on semble s'acheminer quand même vers l'idée que tout le monde dit il faut que cette boucherie s'arrête. Et c'est Trump qui l'a dit en premier. Alors, ceux qui ne disent pas il faut que cette boucherie s'arrête, c'est les Européens quand même. Oui, mais quand même, quand vous écoutez Emmanuel Macron, c'est toujours un discours belliqueux en effet, avec la possibilité d'envoi de troupes, même si aujourd'hui il y a quand même quelques bémols du côté anglais. Ça commence à fléchir dans la volonté d'envoyer des troupes. Il y a quand même l'idée, c'est des troupes dans le processus de paix. C'est-à-dire dans l'idée que la paix est signée et les troupes sont envoyées. Oui, parce que c'est un moyen de les protéger. Plus dans le cadre de, souvenez-vous, février dernier, Emmanuel Macron disait « Nous n'avons plus de ligne rouge, nous n'avons aucune ligne rouge ». Donc toute éventualité était possible. Le journal Le Monde rapportait ce propos où il disait « Je vais être obligé d'envoyer des gars à Odessa ». Bon, voilà, on était dans cette posture belliqueuse que peu d'ailleurs sont arrivés à comprendre. Et, je sais pas, peut-être Ah bah non, vous. moi je comprends pas. À part juste ne pas arriver à sortir de sa propre bulle mentale. Voilà, mais alors en ce moment c'est quand même encadré par l'idée du processus de paix de Donald Trump. Oui, mais parce que j'allais dire que Trump leur offre aux Européens bellicistes, mais qui n'ont pas les moyens de leur bellicosité. De leur bellicisme, en disant que c'est des troupes dans le cadre d'un processus de paix, elles changent, j'allais dire, de nature. Elles n'ont plus la même étiquette sur le front. Oui, donc elles sont protégées, a priori. Oui. Voilà. S'il y avait un accord, si les Russes s'entendaient. Mais moi, je pense que quand même, la Russie a été très claire et depuis longtemps sur on ne veut pas d'uniforme de pays européens ou de l'OTAN en Ukraine. Tout à fait, ça a été rappelé plusieurs donc ça va être quand même un grand sujet, cette force d'interposition. Il s'est même dit, je crois, mais je ne sais pas si vous savez quelque chose là-dessus, qu'en fait, il pourrait y avoir aussi une force américano-russe. On a parlé de ça. Mais j'ai pas entendu, mais voilà. Bon, donc l'Europe qui elle-même se fracture quand même, vitesse grand V, parce que tout ça, finalement, là aussi, il y a une ligne assez claire entre les réalistes et les autres, les pragmatiques et les autres, ceux qui regardent la situation telle qu'elle est désormais en termes de rapport de force, et aussi d'opportunités pour l'avenir.
Parce que je crois que même les États-Unis sont en train de revoir leur nomenclature au département d'État et de mettre l'Europe dans une grande direction Eurasie, ce qui est quand même très intéressant. Ça montre C'est un logique, petit peu la mais vision voilà, du monde. Ça ils correspond. sont en train de Ouais. changer quand même beaucoup de Ils choses. sont en train aussi de rétablir avec la Russie tout le personnel diplomatique. Absolument. C'est quand même, il y a Absolument. beaucoup de choses Donc, qui changent. Voilà, donc ça, est-ce qu'on peut espérer que finalement on va peut-être sortir de cette diabolisation systématique qui est en fait extrêmement contre-productive pour nos intérêts? Parce que c'est ça que je ne comprends pas. C'est quoi les intérêts à la fin? Une fois qu'on a compris qu'on ne va pas mettre la Russie en pièces, qu'on ne va pas faire du régime change à Moscou, qu'on ne va pas la piller, qu'on ne va pas... Une fois qu'on a compris tout ça, il faut quand même à un moment donné sortir du délire. Tant qu'on a du mal à en sortir, moi je vais vous expliquer voilà comment j'analyse les choses. Parce que je pense d'abord que notre rapport aux États-Unis est le fruit d'une culture qui remonte sur plusieurs décennies, voire, on va dire, depuis la Première Guerre mondiale. Un rapport de grand frère à petit frère, ou en tout cas de vassal à suzerain. On a oublié d'ailleurs, quand on était jeune, que l'opération du débarquement s'appelait Overlord, qui veut dire suzerain, en anglais, qui veut bien dire ce que ça veut dire, et que De Gaulle avait rappelé, et plusieurs aussi l'ont fait, le souhait des Américains d'imposer l'AMGOT, American Administration of Occupied Territories, qui aurait imposé une monnaie à la France, une sorte de dollar français. Ça avait commencé à être imprimé d'ailleurs. Voilà, et dont le taux de change était inférieur au mark allemand. Vous voyez, donc ça notait la façon dont, et c'est pour ça d'ailleurs que De Gaulle explique qu'il n'a jamais assisté aux cérémonies du D-Day, considérant qu'il s'agit d'un débarquement anglo-saxon, que les Français y ont participé, mais de façon symbolique, et que l'histoire de la deuxième DB, elle vient après, en fait. Donc, il y a dans cette histoire un rapport que nous avons, parce qu'en dépit de ce traitement, nous considérons à juste titre que les Américains nous ont libérés, un courant atlantiste extrêmement virulent est né de la guerre froide, avec l'opposition avec la Russie, et que ce courant a persisté jusqu'à aujourd'hui, et qu'il est extrêmement, virulent encore, et qu'il imprègne et qu'il irrigue les mentalités. Et aujourd'hui, je vous dirais, sur la question de la guerre en Ukraine, c'est un petit peu comme si on était dans un TGV, que la motrice qui va à 300 à l'heure, c'est les Américains, nous on est dans les wagons, on avance en même temps qu'eux, et puis tout à coup la motrice disparaît. Et on est encore dans les wagons, et on se dit, mince, il va falloir qu'on construise une autre motrice. Il faut déjà qu'on s'arrête peut-être. Ou qu'on s'arrête, mais en tout cas qu'on prenne le temps de la réflexion. C'est pas sûr qu'on l'ait, on est dans une accélération de l'histoire. On veut défendre l'Ukraine, si on doit la défendre, il faut y aller. Il va falloir y mettre de notre poche, il va falloir forcément, ça va nous coûter des choses. Et donc ça, c'est dans l'hypothèse où les Américains retirent tout. Mais culturellement, on reste avec cette idée et on a du mal à se projeter au-delà de ça. On pense que Donald Trump va être un épisode, un épiphénomène dans l'histoire américaine. Or, il est pratiquement certain que même quand on regarde les réactions des démocrates et du camp d'en face, elles sont dirigées à l'encontre de Donald Trump, qui est leur ennemi, mais pas tellement dans cette histoire de bouleversement. On sentait déjà les choses venir, je vais vous dire, même avec l'administration Biden. Les budgets alloués à l'Ukraine avaient du mal à passer à la Chambre des représentants. Il n'y avait pas que Trump à dire Zelensky, c'est un type incroyable, il arrive aux États-Unis, il prend 10 milliards, il repart. 10 milliards, parfois plus. Et donc cette réticence toute américaine se rapproche par rapport à la règle absolue des Américains, c'est quand ça ne suit pas nos intérêts, ça ne nous intéresse plus. Et on part. Voilà. Pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, le Vietnam, l'Afghanistan, maintenant l'Ukraine, on trouve ça assez fréquemment dans l'histoire américaine. Alors, si on changeait de zone pour voir comment ça se passe au Moyen-Orient et en Syrie, pour commencer par la Syrie.
Parce que là, évidemment, et moi j'ai eu cette conversation il n'y a pas très longtemps avec des amis, qui m'ont dit, mais oui, mais toi qui es une grande réaliste, regarde, bon, la Syrie, voilà, c'est fini, Bachar est parti, etc. Finalement, ceux qui ont voulu détruire ce pays ont gagné. Oui. Et est au pouvoir un ancien de Daesh, quand même. Mhm. Bon, on peut l'habiller, le coiffer, lui changer C'est son un nom, le cumulard, il a rebaptiser. été Al-Qaïda, Oui. Daesh, il Voilà, a fait beaucoup de choses, c'est il a un une cumulard. longue carrière. Voilà. Mais donc, si on ne traite pas avec les régimes, mais juste avec les États, eh ben voilà, maintenant c'est ça l'État syrien. Oui. Alors, est-ce qu'il faut, selon vous, si on sort justement de cette diabolisation qui peut marcher dans les deux sens aussi, même s'il y a certains diables qui ont des cornes plus réelles que d'autres quand même, est-ce Vous voulez que dire finalement... tolérer le diable Jolani parce qu'on a toléré le diable Assad, par exemple, d'un point de vue réaliste? Ouais. C'est ce que nous, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que la France ait pris des pincettes ni des précautions quant à la nature du nouveau régime syrien. Il y a eu quelques rappels, en l'occurrence par des massacres sur les Alaouites, la minorité dont était originaire le clan Assad, et qui a gouverné le pays depuis plus de 40 ans. Ces massacres-là ont rappelé quand même que voilà, la nature du régime syrien n'était pas d'essence démocratique, tolérante, inclusive, en dépit de ce qu'en disait le même Jolani, Ahmed al-Shara, de son nom d'état civil. Voilà, alors oui, est-ce que va-t-on appliquer la même dialectique, la même attitude réaliste parce qu'avec Bachar al-Assad, on n'adoptait pas une attitude du tout réaliste. Non. On disait... on diabolisait. La morale, cet homme, je me souviens de ce qu'avait dit Laurent Fabius, ne méritait pas d'être né. Quand on est un diplomate, on ne dit pas des choses comme ça. Enfin, on peut traiter ses adversaires ou les haïr profondément, mais on est là pour parler à des gens, en général, qui ont du sang sur les mains. Donc, et à faire en sorte de présenter la meilleure option pour son pays. Ce qui est malheureux dans la diplomatie française, c'est qu'on a l'impression que depuis l'affaire de l'Irak, la diplomatie française s'est illustrée en facilitant des options qui sont toujours révélées au détriment du pays, au détriment de son influence, au détriment de sa grandeur, avec des choix qui ont fini par notre recul complet en Afrique, par exemple. Donc là, il y a un état de fait. La réalité syrienne est que ce pays est composé de 75% de sunnites, que Ahmed al-Shara est un représentant de cette communauté. C'est l'inversion de ce qu'il y avait avant. Avant, il y avait les Alaouites qui dominaient les sunnites. Maintenant, il y a les sunnites qui dominent les Alaouites. C'est d'ailleurs toujours la même histoire, hein, en Syrie, avec les chrétiens au milieu, les autres ethnies. Voilà. Ce qu'il en reste aussi, les Ismaéliens, les chiites, les duodécimains, bref. Tout type de chiites, plus les druzes également. Et on remarque que toutes ces composantes ont quand même s'accordent à peu près toutes pour quand elles commencent à entretenir un rapport avec le pouvoir central à Damas. Il y a toujours l'idée quand même de garder ses armes. Voilà. C'est le cas jamais, voilà. Quant aux Alaouites, malheureusement, c'est des massacres quasiment tous les jours. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'un rapport de l'ONU qui datait de 2011, avant le début de la guerre en Syrie, expliquait que la communauté alaouite, en cas de guerre en Syrie, était la plus à risque de disparaître. Rapport, il faudrait que je retrouve que j'avais... oui. Donc c'était déjà, la minorité alaouite était déjà menacée dans son existence avant, et ça avait été constaté par l'ONU. Voilà. Intéressant. Bon. Alors, si on revient si on reprend ce fameux titre de votre ouvrage, donc le diable, c'est clairement pas l'autre, en tout cas rarement. Oui. C'est plutôt nous, mais si on changeait, si on devait améliorer tout ça,
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et comment d'ailleurs l'appareil médiatique, parce que ça aussi c'est une question quand même qu'on peut se poser au bout d'un moment, c'est qui suit qui, si vous voulez. Ouais. Par exemple en France, c'est assez effrayant ce qu'on a vu quand même sur l'Ukraine, mais sur d'autres conflits aussi. Mais c'est vrai qu'en Ukraine, ça a atteint un stade j'allais dire de perfection. Mais l'Ukraine est assez surprenante parce que, je vous dis, cette vieille génération de reporters critiques, des empêcheurs de tourner en rond, qui disent mais attendez, là, vous nous dites ça, mais c'est fini. Un, il n'y en a plus, mais deux, la nouvelle génération, moi je la vois sortir des écoles de journalisme, n'a absolument pas l'esprit critique. Oui. Mais pas du tout. Mais donc, qu'est-ce que ça va On est devenir? donc face à on va dire, une vision très moraliste Ouais. qui imprègne, qui devient vérité, puisqu'il n'y a plus de journalistes à dire attendez, le massacre de Timișoara, là, le truc que vous nous avez. Ou attention, les Serbes, là. Vous nous avez dit que les Serbes avaient fait leur offensive, en fait, il n'y avait pas d'offensive. Enfin bref, il y a quand même eu des choses comme ça qui ont été. Plein. Et parce que des journalistes ont mis leur nez dedans, et qui se sont fait traiter de tous les noms. Marc Allais 1, Marc Allais 2, voilà. Ratchak, enfin moi ça j'ai vu ça par le menu. Bien sûr. Mais là, ça semble beaucoup plus difficile. Et du coup, il y a un suivisme qui se crée. D'abord, il y a une profession aussi qui est en voie de paupérisation énorme, dans laquelle le salaire moyen a baissé substantiellement. Je vous dis, il y a l'idée pour les vieux de pouvoir retourner couvrir un dernier conflit. Alors donc on ne va pas trop l'ouvrir parce que si on commence à dire attendez, là ça ne s'est pas passé comme ça au début, et à contrarier la version officielle, on ne va pas être renvoyé. Et souvent on se base sur des pigistes. Il y a beaucoup de pigistes qui travaillent. Qui dit pigiste dit on va à la gamelle. C'est ça le problème. Mais donc la version officielle, elle pénètre presque sans... Oui, mais les lignes éditoriales, tout ça, c'est fait en accord avec un pouvoir politique, ou c'est fait juste par grégarisme naturel, ou par, j'allais dire, conformisme ou volonté de plaire, tout simplement au pouvoir? Si je voulais avoir une analyse de gauche, j'emprunterais volontiers à celle de mon ami Aude Lancelin, qui dit c'est à partir du moment où le CAC 40 s'empare de la presse. Oui, voilà. Donc c'est ça qui fait que... oui, à partir du moment où on a des capitaines d'industrie qui ne sont plus les protecteurs de leurs journalistes, comme l'était la génération des Perdriel ou des Jean-Luc Lagardère. Oui, mais donc ça veut dire qu'ils ne comprennent rien au monde tel qu'il est, finalement, eux-mêmes. Non, ils sont suivistes des hommes politiques. Moi, j'ai été pendant des années à Paris Match, et on disait, quand j'y étais, on parlait des lois Guigou, vous savez, en 1981, pour la protection de la vie privée. Et ces lois-là avaient été, je me souviens de mon directeur me dire ça, il disait, ces lois ont été inventées par les politiques pour aider leurs copains du showbiz dans le but de les appliquer à eux-mêmes un jour. C'est exactement ça. Et ça, c'est juste les lois sur la liberté de la presse, pas sur la liberté de la presse, sur le droit à l'image. C'est juste cette partie-là. Maintenant, il est évident qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut plus trouver dans la presse classique, qu'on trouvait avant. Il y avait toujours la place, notamment dans des magazines comme Paris Match, d'un article un peu... mais on se rend compte que même Mediapart, c'est piloté par certains intérêts, c'est un juge qui va sortir le dossier, etc. Enfin, on connaît la musique. Bon, dans tout ça, la liberté de la presse, les grandes valeurs du journalisme, on ne sait pas très bien où elles sont. Et je vous dis, la génération qu'on a aujourd'hui, qui arrive aux commandes, nouvelle génération, n'est pas équipée. Elle a été habituée à suivre. Elle ne va certainement pas se révolter. Il y a la contrainte, on va dire, financière. Il y a le fait qu'il est extrêmement difficile de vivre de ce métier aujourd'hui. Et je ne dis pas que c'était plus difficile, c'était facile avant. Ça n'a jamais été un métier où on a gagné de l'argent. Moi, quand j'ai commencé, on me disait, mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder, va dans la pub, tu gagneras bien plus. Il y avait les bouquins de Bec BD, 99 francs, etc., qui nous montraient ce Séguéla était tout puissant. Bref, c'était un monde où il y avait beaucoup d'argent, et en effet, ce n'était pas dans la presse qu'on allait en gagner. Donc, maintenant, il y a aussi la question du positionnement de ces capitaines d'industrie, on va dire, par rapport au pouvoir, où là aussi,
il y a des jeux de complicité, il y a moins cet écran qui rendait les journaux un peu invincibles à certaines époques. Et aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Mais Voilà. si chacun, enfin s'il y a une endogamie complète entre le pouvoir et les médias, Oui, sauf aux États-Unis, à la théoriquement, et parfois oui, en Angleterre. oui. Non, Même si certains journaux sont quand même les tout à fait canaux. moutonniers, complètement. Oui, et puis Oui. les canaux. Oui, d'une certaine idéologie, voilà. d'une certaine Ou même de ouais. certains, ou même du Pentagone, ou Oui. même de la CIA, enfin qui ont quand même Tout à fait. des canaux bien identifiés par lesquels ils font savoir, ou ils partagent, ou ils font fuiter un certain nombre d'orientations, ne serait-ce que quand ils veulent changer, quand ils veulent faire bouger un peu. Mais il y a dans la presse américaine, et ça s'est vu avec la guerre en Ukraine, je parlais du New York Times, de l'article, je ne vais pas revenir sur cet article-là, je vais revenir sur un qui est sorti en février dernier, qui révélait la présence des bases de la CIA, les 12 bases de la CIA dès 2014, Bien sûr. qui disait le personnel est resté pendant l'agression russe de février 2022, donc ils ont aidé les Ukrainiens. Bref, tout était déjà là. Un tel article peut-être était inenvisageable dans le même média un an plus tôt. Mais ces articles-là, et c'est là la grande différence entre la presse américaine et la presse française, ces articles-là contredisent la ligne officielle du journal, mais paraissent quand même. Voilà, c'est ça la grande différence. Et c'est pour ça qu'on doit toujours avoir un œil sur ce que disent les anglo-saxons, parce qu'on sait qu'on n'apprendra pas grand-chose dans le Monde ou dans le Parisien. Tout à fait, c'est ce que moi je regarde effectivement. Non, mais c'est assez notoire. Maintenant, expliquer pourquoi, est-ce qu'il y a une directive qui est nommée? Je ne crois pas, je pense que c'est vraiment une agglutination une sédimentation, voilà, un angle donné spécifique. Oui, qui mais fait à la fin, ça donne un complet désastre diplomatique et même de choix en politique étrangère. C'est-à-dire, où va-t-on si on continue à rester dans des bulles comme ça cognitives et à s'enferrer dans le truc Vous savez, le réel se charge souvent, et vous en parliez tout à l'heure, d'apporter le côté boomerang où, voilà, on va dire, le retour du pendule finalement sur son axe. Le réel, aujourd'hui, je pense qu'il est manifesté par une chose, principalement, après, qui est que les BRICS ne sont pas une opinion, mais une réalité. Et l'intégration eurasiatique, d'ailleurs, au-delà même des BRICS aussi. Et cette nouvelle configuration du monde, ce nouvel agencement du monde et son rapport à nous est quelque chose que nous ferions bien d'étudier très rapidement et d'évoluer. Ça nous éviterait des discours paternalistes qui n'ont plus lieu d'être. Ça nous éviterait de regarder les autres et ça nous expliquerait peut-être la crise algérienne d'un autre point de vue. Absolument. Nous sommes affaiblis en Afrique. Il n'est pas étonnant que l'Algérie nous résiste autant qu'elle le fait aujourd'hui. Absolument. C'est ça qu'il faut voir, je pense. Ça nous aiderait dans notre compréhension du monde. Malheureusement, ça veut dire changer le logiciel. C'est comme dans notre rapport avec les États-Unis. Ça veut dire changer le logiciel. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore prêts. Voilà. Bon, ça me semble un point de conclusion assez naturel. Et donc, ça les rend hargneux, assez aigris. Ça rend tout le monde très, très hargneux. Des gens surtout qui ont raconté une somme d'âneries pendant 3 ans et qui là, aujourd'hui, sont un peu, vous savez, comme les poulets sans tête, quoi. Ils courent et voilà, jusqu'à ce que ça se termine, ils vont être là à courir sans savoir où ils vont, quoi. C'est ça, mais moi j'attends quand même le jour où, de gré ou de force, où quelqu'un on dira va au entendre, président, c'est fini. C'est terminé là, il faut changer, il faut bouger et vite. Et là, le président américain, lui, il l'a compris. Oui, il l'a compris. Mais nous, j'ai l'impression qu'on attend effectivement les midterms, voilà. Nous, on est dans une posture. Voilà. On est dans une posture incarnée par Emmanuel Macron qui n'a plus, on va dire, de prise, on va dire, en France sur le réel, qui du coup s'est confectionné un gouvernement qui n'a pas de majorité, qui est menacé de censure en permanence, avec des mesurettes, voire des personnalités comme Jean-Noël Barrot d'un côté, Bruno Retailleau de l'autre, dans le même gouvernement,
alors que philosophiquement, on sent bien qu'on n'est pas du tout non. dans le même univers. Non. Tout Et ça les fait que ça ne antipodes. peut pas avancer et que sur des dossiers brûlants, en effet, comme la question algérienne, eh bien, on ne peut pas avancer et l'Algérie le sait aussi. Et elle en profite. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Bon. Eh ben, merci beaucoup Régis Merci. d'être venu, de cet échange qui, j'en suis certaine, va intéresser beaucoup Ouais, écoutez, ça nos m'a fait très abonnés. plaisir. Voilà, et puis on va continuer. Hein, Oui, de la tout à même fait. manière Bah, je viens régulièrement. On fera le match retour. Voilà, on fera le match Voilà. retour, tout à fait. Ok, Merci beaucoup, entendu. Caroline. Merci beaucoup, Régis. Merci. Merci à vous de votre attention, de liker, de partager cette vidéo, de vous abonner, d'appuyer sur les petites cloches, de nous soutenir via Tipeee, via tout ce que vous pouvez. Et un prochain entretien géopolitiquement incorrect dont je ne vous révélerai pas le nom de l'invité tout de suite, mais nous y pensons déjà. Et Voilà. le livre, Le Diable, qui est le diable, Qui est le diable, l'autre ou l'Occident? l'Occident, aux éditions Max Milo. Voilà, c'est ça, c'est Max Milo. Voilà, Voilà. j'avais plus ça en tête, tout à fait. Voilà, à lire, à lire. Merci Caroline. Merci beaucoup. Merci Régis, à bientôt.